Bonjour, on se retrouve comme toujours au Club littéraire Le Sous-Sol. Donc nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir avec nous le professeur Benchida Mansour pour une discussion non seulement intéressante mais riche en informations concernant l'écrivain algérien Rachid Mimouni. Avant d'aborder le sujet de cette rencontre, je vais faire une petite présentation de notre invité aujourd'hui. Donc, Monsieur Benchida Mansour, professeur des universités à la retraite, spécialisé de la littérature maghrébine, en oralité et en méthodologie. Il a plusieurs œuvres à son actif, notamment Kaki, le dramaturge de l'essentiel. Il a aussi un deuxième livre, Les deux Meddeh ou les légendes de Mostaganem. Le troisième est Les figures emblématiques de Mostaganem. Et le quatrième, La gestuelle du Meddeh. Et un autre en préparation, en cours d'édition. Inch'Allah, on aura l'occasion de le lire prochainement. Concernant la figure emblématique du théâtre mostaganémo et algérien, le feu Djamel Ben Sabr, pardon. Et il est aussi titulaire, donc M. Benchida est titulaire il a une carte professionnelle de conteur de Meddeh. Concernant notre sujet aujourd'hui, concernant Rachid Mimouni, donc Rachid Mimouni est un écrivain algérien né le 20 novembre 1945 à à Boumerdès, un village dans la wilaya de Boumerdès, d'une famille paysanne, a décroché une licence en sciences commerciales pour séjourner pendant 2 ans à Montréal pour poursuivre ses études. Donc, M. Rachid Mimouni a écrit plusieurs ouvrages, notamment Le printemps ne sera que plus beau, publié en 1978, Le fleuve détourné, publié en 1882, Tombeza, publié, Une paix à vivre, publié en 1883, Tombeza en 84, L'honneur de la tribu en 89, La ceinture de l'ogresse en 90, Une peine à vivre en 91, Dans la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier en 92, La malédiction en 93 et le dernier a apparu un peu suite à son décès, quelques temps après son décès. Il a été publié à titre post-mortem. Chronique de Tanger. Donc, Rachid Mimouni est décédé le 20 février 1995 à Paris suite d'une hépatite, donc suite à une maladie. Il a eu plusieurs prix, notamment le prix de la nouvelle décerné par l'Académie française en 1991 et le prix Liberté en 1994 pour son roman La malédiction, hommage à Tahar Jaoud, où il écrit dans les premières pages à la mémoire de mon ami l'écrivain Tahar Jaoud. On a compris qu'un auteur n'est pas responsable de ses personnages. Il écrit au début, mais parfois leur interaction lui échappe. Et ça a été parfaitement, et alors là je parle aux étudiants parce qu'ils en auront besoin, et ça a été ce que Barthes a appelé le dialogisme, c'est-à-dire les interférences et les interactions entre les personnages qui parfois échappent à l'auteur. L'auteur se trouve obligé de continuer et d'être dans le cadre d'un personnage qu'il a défini au début et qui par la suite se trouve entraîné dans des actions très diverses. Ça c'est pour situer l'auteur par rapport à son œuvre. D'accord? On ferme la parenthèse et on revient bien sûr à Mimouni. Mimouni est quelqu'un qui est décédé. Donc on dit de lui que son œuvre est close. Il ne peut plus ajouter de livres. Et ce Rachid Mimouni, alors on commence, voilà. Ce que je veux vous communiquer aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est l'histoire avec un H majuscule, parce qu'en arabe on a tarikh, qu'est-ce que ça? C'est pas la même chose, tandis qu'en français c'est histoire. Alors aujourd'hui, histoire représentée en littérature. La littérature étant un texte par définition fictionnel, comme on vient de voir avec le cas de Gustave Flaubert, il ne peut que représenter, c'est-à-dire présenter à sa manière. Et par définition, la littérature est donc une fiction, c'est des mensonges. Riwaya, comment dire, c'est une fiction,
qui représente, c'est-à-dire qui donne une présentation à elle, qui n'est pas juste, par définition, de l'histoire algérienne, le cas de Rachid Mimouni. Voilà. Allez-y, mon fils. Bien, alors là, on a les 10 écritures de Mimouni. Mimouni a écrit 7 romans. Ah, regarde. Mimouni a écrit 7 romans. Et il a écrit un essai, plutôt un recueil de nouvelles. Il a écrit un essai et il a écrit une chronique. Je répète. Il a écrit 7 romans. Riwayat, 7 romans. En plus des 7 romans, ce que je vous conseille de commencer à lire si vous le trouvez, c'est La ceinture de l'ogresse, qui est un recueil de nouvelles. Les nouvelles, ce sont des petites histoires de quelques pages. C'est facile à lire parce qu'un roman d'une centaine de pages suppose déjà une certaine habitude à la lecture. Donc, La ceinture de l'ogresse, qui est un recueil de la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier, c'est un essai, c'est pas un roman. C'est-à-dire que il essaie de penser et de réfléchir à un phénomène sociétal. Ce n'est pas une histoire. Ce sont des réflexions. Et Chronique de Tanger, qu'on va voir, on va tous les voir un à un, pour essayer de comprendre comment la littérature de Rachid Mimouni nous donne un aperçu de notre histoire à nous de tous les jours. Alors, ici, j'essaie de mettre tous les romans et tous les écrits, il y en a 10, je vous l'ai dit, tous les écrits de Rachid Mimouni, qui sont liés les uns aux autres. Et dans chaque petit carreau, il y a un petit résumé, mais vraiment petit, du roman à peu près, pour qu'on sache à quoi s'en tenir. D'ailleurs, on va les revoir un à un, ces carreaux de l'œuvre de Mimouni. Vas-y. Alors, excusez-moi, je préfère comme ça. Alors, il y a une évolution diachronique des narrations. Je te gêne pas, Amine. Ça. Une évolution diachronique. Vous savez, ça veut dire diachronique, dia c'est jour, chronique c'est chronos, c'est le temps. Diachronique, c'est l'évolution à travers les jours. Alors, il y a le premier, le printemps n'en sera que plus beau. Et moi, je pense qu'il y a dedans un esprit de sacrifice qu'on va revoir par la suite et qui est représenté. Ensuite, il y a une paix à vivre. Moi, je pense que la littérature de Mimouni, dans ce livre, relate, expose l'espoir qu'il y a eu en 1962. Ensuite, le fleuve détourné, qu'on peut appeler aussi l'espoir détourné, qui a valu pas mal de tracas à son auteur d'ailleurs. Ensuite, il y a Tambeza, c'est la Hagra, le mot n'existe pas en français, c'est la Hagra au milieu urbain, milieu de ville. Ensuite, il y a l'honneur de la tribu, un village modernisé à tout prix modernisé. Ça rappelle aux moins jeunes qui sont avec nous qu'en Algérie, il y a eu souvent cet élan, ce désir de vouloir moderniser les gens à tout prix. Ensuite, il y a eu une peine à vivre, et je vous fais remarquer, une paix à vivre et une peine à vivre. C'est un petit peu le pendant, c'est-à-dire le contraire. Dans une paix à vivre, il y a l'espoir qu'on a eu à l'indépendance. Dans une peine à vivre, il y a le pouvoir et l'outrance du pouvoir. Dans une peine à vivre. Ensuite, il y a la malédiction, c'est la déflagration sociale, c'est-à-dire l'éclatement. D'ailleurs, lui-même appelait la malédiction d'Aouchar. La malédiction d'Aouchar, c'est d'Aouchar. Il y a plusieurs manières d'analyser et de comprendre l'œuvre de Rachid Mimouni. On peut voir la titrologie, c'est-à-dire la science des titres, et on s'aperçoit qu'elle colle effectivement à ce qu'il essaie de nous raconter. On peut voir la chronologie, la diachronie. On peut voir aussi les mots, puisque c'est de la littérature, quel mot il a utilisé, quelle petite histoire il a utilisé, pour constituer un tout. Et c'est en cela qu'il est fascinant, et qu'il a été l'auteur algérien le plus récompensé. C'est celui qui a obtenu le plus de titres et le plus de récompenses. Maintenant, entre nous soit dit, la récompense n'est pas un critère de valeur. Parce que Mohamed Dib, qui a écrit 71 romans,
elle a eu peut-être 2 ou 3 prix. Les prix sont gérés par des gens qui ne nous aiment pas, appelons les choses par leur nom, et par conséquent, pour pouvoir donner un prix à un Algérien, il faudrait qu'il se passe des choses. Donc on commence par le premier. Le premier, c'est le printemps n'en sera que plus beau. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de Hamid et de Jamila. Ce sont 2 étudiants qui s'aiment, etc. On est durant la révolution contre le colonialisme, durant la guerre. Et Hamid et Jamila, ils sont là, ils sont tous les 2 utilisés par l'organisation, Nidam, et ils s'ignorent parce qu'il y a un cloisonnement. Jamila, on lui dit d'aller, de fricoter un petit peu avec le capitaine de la SAS pour ramener des renseignements, mais à un moment donné, elle est grillée. Elle est grillée, c'est-à-dire que elle a fait une erreur qu'il fallait pas faire, et on doit l'éliminer, on doit la tuer. On donne à Hamid une lettre, ou bien on donne à Jamila une lettre, et là, Jamila, elle doit remettre la lettre à un monsieur qui est comme ça, qu'elle va rencontrer par-ci. Et on dit à Hamid, tu vas là-bas, tu te pointes, lorsque viendra une jeune fille qui te donnera une lettre, il faudra la tuer. Et là, on se trouve dans ce qu'on appelle un dilemme cornélien. C'est-à-dire que, quelle que soit la solution que l'on choisisse, on est perdant. C'est une douleur, c'est un drame, c'est quelque chose qui est pénible. Et on va voir que Rachid Mimouni a présenté ça comme un drame grec. Pourquoi j'ai dit drame et grec? Parce que chez les Grecs, il y a le personnage, ou bien même la personne, par exemple Ulysse, qui est un personnage ou une personne, on ne sait pas trop, personnage étant fictif de la littérature et personne étant réel. Moi, vous, tous, tout le monde. Alors le drame grec, c'est que les dieux, qui sont là, qui contrôlent Zeus et ses copains, qui contrôlent les êtres humains, sont jaloux et parfois ils font des petits malheurs aux êtres humains parce que, pour des raisons de jalousie, pour des raisons aussi bêtes que cela, et c'est pour ça que Ulysse, qui est parti faire la guerre pendant 10 ans à Troie, la guerre de Troie, a mis 10 ans pour revenir chez lui, sur une distance de 200 kilomètres. Parce que les dieux ne voulaient pas qu'il revienne chez lui. Alors le drame grec, c'est un petit peu le mektoub, c'est-à-dire quelque chose qui est décidé, qui ne dépend pas de la volonté de l'individu, et on est pris dans un engrenage qui nous dépasse, on est pris dans une tragédie qui est trop forte pour nous, et on est pris dans le malheur, malgré notre volonté. Hamid est pris dans le malheur parce qu'il est obligé de tuer celle qu'il aime. Je m'arrête, ça je cite, c'est des citations. Je m'arrête, rideau, machiniste, rideau, cette pièce est ridicule, page 113. On dirait que c'est une pièce. Ce livre ressemble à une pièce de théâtre. Non, non, je refuse, c'est trop moche, c'est trop dégueulasse, c'est trop bête, je refuse de jouer plus longtemps. Cette pièce est ridicule. Page 113. Le drame grec. Directement allusion à ce que vit le peuple algérien. On est colonisé, il y a une guerre, et cette guerre, elle est indicible. Ça veut dire en français, ça peut pas se dire. On a beau raconter, on a beau dire, c'est pas exactement ce qui se passait. Des drames, des orphelins, des veuves, des choses impossibles à raconter. Des jeunes à qui on demande de tuer la seule fille qu'il aime, etc., etc., etc. C'est le drame grec. Zilchouf. Ensuite, il y a le deuxième livre qui s'appelle Une paix à vivre. Alors, une paix à vivre, c'est la liesse, c'est-à-dire la joie, et l'espoir. Ça se passe essentiellement dans un lycée. Ça se passe essentiellement dans un lycée où on se rend compte, là, tout de suite après l'indépendance, il y a des gens qui viennent du sud, des gens qui viennent de l'est, de l'ouest, c'est un lycée d'Alger, et il y a un lycéen parmi eux qui, à l'occasion d'une petite fête là, il va chez le proviseur et lui dit « Monsieur le proviseur, vous voulez que le président de la République vienne assister ?» Il dit « Ah non. Le président de la République, tu connais toi ?» Il a dit « Oui, on était ensemble au maquis. » Le proviseur dit, c'était un ahuri, celui-là. Il lui dit, oui, j'aimerais bien, il vient. Comme ça, pour s'en débarrasser.
Et voilà, et ne voilà-t-il pas que, comme on dit, que le jour de la petite fillette du lycée, le président s'amène. Et le président était un camarade de Maki d'un des lycéens. Mais ce lycéen n'a jamais dit, moi je suis moudjahid, je suis grand, je suis petit, je suis... Non, rien. Et il vit avec ses copains. Et voilà à peu près Riga, un personnage, décida de s'établir à Londres, où on lui prêtait une réputation d'excellent pianiste. C'est-à-dire, il a eu devant lui une carrière internationale. À l'indépendance, il décida de retourner dans son pays. Riga noya de documents le bureau du directeur, parce que le directeur lui a dit, quel diplôme tu as? Il y avait des diplômes anglais et autrichiens, des dizaines d'articles de journaux en plusieurs langues. Et Riga se propose pour enseigner la musique dans ce lycée. Le niveau des enseignants. Bechnen est issu d'une famille riche. Passant 33. Balimi affirme et revendique qu'il est un juif algérien. Il y avait des juifs. On se supportait les uns les autres. Tu es de quelle région? Ain Bassam. Moi, je suis de l'Osnam. Ils sont copains, ils s'entendent. Il n'y a pas de régionalisme. Je suis le Mtihad. Je suis de Djidjel. Souane était originaire de Bniyenni. C'est-à-dire que, en 1962, le peuple était un. Tout le monde était algérien. On ne demandait pas à quelqu'un, tu es d'où, tu n'es pas de ma tribu, tu n'es pas de ma région. Et tous les gens voulaient concourir à la construction du pays. Indépendamment de la valeur de chacun, et personne ne disait, personne ne disait ça. C'était la liesse et c'était l'espoir. Suivant. Bon, alors, toujours une paix à vivre, c'est une société qui est ouverte. L'onomastique, c'est-à-dire la science des noms. La science des noms, hein. L'onomastique dévoile des personnages très différents, ils viennent de tout le pays et sont de toute confession. Il y a des étrangers comme Evelyne Soham et le docteur Lambert, dont l'origine lilloise et le passé sont largement détaillés. L'infirmière répond au nom de Fadela, qui veut dire en arabe vertu. C'est une des rares femmes dans l'œuvre de Mimouni à occuper un rôle positif, serein. La symétrie est troublante avec une peine à vivre que nous verrons plus tard. C'est une société hétéroclite, multiconfessionnelle, dont le dominateur commun est la volonté de bien faire. Le texte développe une vision compliquée des personnages avec des secrets, une origine et un passé. Il s'agit d'une représentation dotée des contrastes, des contradictions, où chaque personnage présente un aspect ténébreux, inattendu et humain. Alors, le fleuve détourné, c'est le premier livre qui commence à déranger un petit peu et à valoir à Mimouni des petits dérangements aussi, des petits tracas, nous allons dire. Fleuve détourné, voilà le livre. Il y a les dirigeants. C'est le Hajj al-Mukhtar, le parvenu, Mukhtar. Hein, il a été choisi, Mukhtar, le parvenu. Les assimilés, qui sont des technocrates. Dans le livre, ils sont appelés les assimilés. Hein, ce sont des technocrates. En bas, il y a les rejetés. Les ex-prisonniers, qui étaient prisonniers pour un motif ou un autre. Un auteur qui s'appelle l'écrivain. C'est l'intellectuel, rejeté, surveillé, etc., etc. Rachid, le Sahraoui, les Sioux, 25, qu'on appelle les 25 parce qu'on n'a jamais su faire l'addition qui amène à 25. Hein. On lui disait 20 plus 5, il n'arrivait pas à trouver le résultat. Le vieillard, Omar et Flitox. On peut étudier l'onomastique de ces prénoms-là. C'est symptomatique. Il y a des prénoms qui prêtent à rire, il y a des prénoms qui sidèrent, il y a des prénoms qui attristent. C'est la société algérienne. Les rejetés, les dirigeants. Le fleuve détourné en 1982, le héros est un paysan qui prend le maquis. Le héros principal. Hein. À la suite d'un bombardement, il se réveille dans un hôpital. Guéri, il essaie de retrouver sa femme et son fils dans l'Algérie indépendante. Le récit se passe tantôt dans la prison d'un régime totalitaire, tantôt dans une prison coloniale.
En fait, déjà, chez lui, ce pauvre monsieur Moudjahid n'arrive plus à distinguer s'il est dans une prison coloniale ou s'il est dans une prison d'un régime totalitaire. Voilà. Le fleuve détourné, on a beaucoup grossé, c'est-à-dire on a beaucoup parlé sur le fleuve détourné en disant que c'est comme un fleuve qu'on a détourné, comme un fleuve qui est allé dans le bon sens et qu'on a détourné. Hein? Le fleuve étant un certain pays. Voilà. Alors, attends, l'écriture va adopter pour la première fois, parce que la littérature, on a dit que c'est l'écriture d'abord. Hein. L'écriture va adopter pour la première fois l'ironie. Alors là commence le style ironique qui sera collé à Mimouni, qui sera le cachet de l'écriture mimounienne. C'est la marque énonciative d'un masque. Ça, c'est mon avis. Hein. Pour décrire un tabou, quelque chose dont on ne doit pas parler, ou un moyen pour contourner une éventuelle censure. En tout état de cause, cette dérision est un persiflage en règle du système social représenté. En fait, avec le fleuve détourné, commencent aussi les embêtements de l'auteur. Hein? Il est assigné, il doit venir, il doit se pointer, etc. Bref, continue. Alors, après le fleuve détourné, qui commence à décrire le dévoiement de la société algérienne, il écrit Tambeza. Tambeza, les Algériens disent Tambeza, mais chez nous, du moins quand on était jeunes, Habib, c'est FFC qui est là, et moi, puisque nous sommes d'anciens camarades de classe, on disait Tambeza. Hein, Tambeza. Les Algériens disent Tambeza, quelqu'un de gros. Moi, j'étais un Tambeza à l'époque, mais celui qui me disait Tambeza, je lui réglais son compte, il ne refaisait plus ça. Alors, le Tambeza, c'est de l'injustice aussi. Mais c'est un zoom, c'est-à-dire on prend un personnage et on le regarde, comment il vit, comment il est là, et à travers ce qui lui arrive, on décrit toute l'Algérie. L'injustice, mais elle est banalisée. Elle est banalisée comme si elle était normale. Alors, les protagonistes relèvent d'un ordinaire qui construit une société où l'injustice sociale se banalise. Dans ce roman, les personnages français sont pratiquement hors de cause du drame qui s'élabore. Biget, Bénéjean ou Marie semblent n'être là que pour rappeler à la société une partie de son histoire récente. Il y a quelques Français dans ce livre, mais ils sont un petit peu à côté de la plaque, ils ne sont pas concernés par l'évolution de l'intrigue. On dirait qu'ils ne sont là que pour rappeler que l'Algérie a été colonisée. Cependant, contrairement à certains personnages du roman précédent, c'est-à-dire le fleuve détourné, tous obéissent à la norme onomastique, la norme des noms. Ils portent un nom, sauf le personnage principal, Tambeza, cible de tous les rejets, victime puis auteur de tous les excès. Son nom même indique la difformité de son être, de son paraître et de son faire, c'est-à-dire ce qu'il fait. C'est un voyou fini, hein. Il vole, il fait des tas de trucs. Les personnages sont désignés par des noms et parfois par des titres professionnels. Le commissaire s'appelle Betoul, commissaire Betoul. L'inspecteur Rahim, Ali, le contremaître. Ils sont tous comme ça. Sauf les Français, qui rappellent qu'on a été colonisés, française, et Tambeza, qu'on appelle Tambeza, dont on ne connaît rien d'autre que le surnom de Tambeza. Tambeza met en scène une biographie d'un personnage représentatif de la désarticulation sociale. La société elle est désarticulée, déjà, qui s'installe. Le personnage est seul en prise avec les excès d'un pouvoir sans limite, même lorsqu'il est local. C'est le pouvoir, même lorsqu'il est local. Se focalise sur Tambeza tous les dépassements d'avant et d'après l'indépendance. 1984 a été publié ce livre. Ouais. Alors, l'honneur de la tribu, que je considère comme étant le livre le mieux travaillé du point de vue littéraire de l'auteur Mimouni. Parce qu'il y a énormément de travail de point de vue linguistique. Il y a énormément de mots nouveaux, de mots peu hésités, d'expressions qui font que c'est un travail sur la langue. L'honneur de la tribu, c'est une tribu, enfin, c'est un village, un tout petit village de Ouar, où il y a un arbre au milieu qui s'appelle Zitouna,
Et puis des gens qui vivent là. Alors, l'histoire se déroule exclusivement à Zitouna, un village sur qui se répercutent les péripéties du monde et du pays. C'est un lieu qui vivote sur lui-même et n'arrive pas à maintenir son intégrité face aux coups de butoir que lui fait subir l'envahissement d'un environnement sociopolitique dirigiste ou dirigé. Il y a un monsieur dans ce village de Zitouna qui était quelqu'un de méprisable, qu'on ne lui parlait pas, il comptait pour rien. Et puis, il a disparu dans le remous de la Révolution, il a disparu, je sais pas, il est parti. Il est revenu 5 ans après. Mais il est revenu avec le grade de sous-préfet. Et ce qu'il a voulu faire, il a voulu moderniser Zitouna. Mais il a modernisé de gré ou de force. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est le pouvoir dirigiste qui veut à tout prix moderniser un dieu. Donc, vous avez ici Zitouna. Et vous avez ici la ville nouvelle que le monsieur veut développer. Alors, la ville nouvelle, il y a des intermédiaires démocrates, qu'on appelle technocrates. Technocrates, oui, merci. Qu'on appelle les civilisés. Civilisés. On a les exécutants serviles. Serviles, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi. Hein, c'est des brosseurs, comme vous dites. Qu'on appelle les lépreux. Et on a même un nouvel imam qu'on a fait venir parce que l'ancien, il racontait des choses que tout le monde comprenait, tout le monde connaissait. Alors on a fait venir un nouvel imam diplômé qui ne parle qu'en arabe classique, que tout le monde ne comprend pas, personne ne comprend. Et puis là, il fait sa Jumu'ah avec les 3/4 de l'auditoire endormi, et voilà, c'est le nouvel imam. Hein, c'est la modernité, on progresse, même l'imam, on le... Et alors, il y a les pauvres gens de Zitouna. Même avec un Français qui est avec eux, qui vit avec eux, qui est intégré. Et leur vieil imam. Ces gens-là sont tellement perdus qu'à un moment donné, nous raconte l'auteur, ils ont un mort à enterrer, ils prennent le corbillard, et ils se rappellent plus le chemin du cimetière. Et ils se perdent pour trouver le chemin du cimetière. C'est une allégorie, c'est-à-dire c'est une image qui nous montre que c'est des gens qui ont été tellement pressés, mis sous pression par un pouvoir qui veut à tout prix les moderniser, qu'ils en ont perdu les repères les plus essentiels. La route du cimetière. La route qui nous mène à un lieu où on doit enterrer nos morts. Eh ben, ils l'ont perdu. L'honneur de la tribu, je vous ai dit, est un lieu, et alors la stratification sociale, elle est inique, c'est-à-dire elle est injuste, et elle est nette. La société est divisée en deux. Et le pouvoir est incarné par ce monsieur qui a disparu, qui est revenu chef, et qui s'appelle Omar Mabrouk. Mabrouk, parce qu'il est revenu chef. Bon. J'ai fait tout un article sur les seuls mots qui ont été utilisés par Rachid Memouni. Parce que il utilisait des mots comme lampan. Lampan, vous savez pas ce que c'est? E-M-P-A-N. Shbr. Il utilisait des mots, beaucoup de mots, qui m'ont permis de mieux connaître la prise en charge de mon environnement, de ma société algérienne, avec des mots en français. Et il y a tout un travail linguistique qu'il serait fastidieux de relever ici, parce qu'on est en train de survoler toute une œuvre, mais il y a du travail à faire là-dessus, et c'est un livre de littérature par excellence. Parce qu'il pose le problème de comment raconter une société qui parle en arabe, même pas en arabe, en dialectal, en algérien, comment la raconter en français. Les paysans que vous lisez dans les livres de n'importe quel auteur algérien ne parlent pas français. Et pourtant, l'histoire est racontée en français. Il y a une problématique qui est énorme, qui est tellement énorme que certains auteurs se sont sentis étrangers à leur famille, à leur société. Comme Raj Boujdra, qui dans un poème dit « À quoi servent mes poèmes si mon père ne sait me lire, si ma mère ne sait me lire, si mon copain ne sait me lire ?» À quoi servent mes poèmes? À rien. Lui dit à quoi servent mes lettres.
Donc, voilà l'honneur de la tribu. C'est-à-dire que c'est le pouvoir local, hein, local, et le mépris des autres. Toujours l'honneur de la tribu, une écriture de l'oralité. Ce roman est central dans l'œuvre de Mimouni. D'ailleurs, Mahmoud Zemmouri en fera un film en 1993. Et bon, là c'est un avis personnel. Hein. Un film ne reflète jamais un roman. Le roman est 1000 fois plus riche, 1000 fois plus intéressant qu'un roman, quel qu'il soit. Ici, en France ou aux États-Unis, hein, pareil. Mais l'écriture va s'incarner dans une oralité foisonnante. L'honneur de la tribu est un conte. Hein, parce qu'il commence, la page 7, je crois. Un vieux reçoit un jeune, il l'emmène dans le coin le plus ombrageux, le plus tranquille du douar, c'est-à-dire la mosquée. Et il lui dit, qu'est-ce que ça? Il lui dit, c'est une machine. Qu'est-ce que tu fais avec cette machine? J'écris des mots. Ah, elle retient des mots. Eh ben, je vais te raconter une histoire et tu vas dire à ta machine de retenir mon histoire. Il lui raconte l'histoire de Zitouna. Racontée peut-être dans une mosquée, dès le début, le lecteur est en présence d'un lexique aux références sociologiques marquées, c'est-à-dire les mots qui racontent la société algérienne. La représentation va être fouillée, elle va concerner non seulement les faits sociaux et les pratiques, mais aussi un imaginaire articulé autour d'un anthropomorphisme et d'une langue de deux cultures. Anthropomorphisme, justement, c'est le fait de mesurer, de saisir le monde à travers son corps. Je mesure la terre au pas, à droit. Je vois si la taille du pantalon me convient avec la coudée, dra'. Je mesure les petites choses avec l'ampon, hein, ou bien avec le doigt, la ouqiyya, etc. Bon, ici, il y a eu un livre qui est très, très intéressant, qui n'a pas été publié, malheureusement, qui a été écrit par Belbna, qui est un métrologue, c'est-à-dire c'est un professeur de poids et de mesure. Il a écrit un livre, et j'ai eu l'honneur de le corriger un petit peu avec lui, et je l'ai toujours poussé parce qu'il retrace les poids et mesures qui ont existé en Algérie, des Phéniciens à nos jours. Et croyez-moi, il y a des choses extraordinaires. Eh bien, certaines de ces choses-là, je les ai retrouvées dans l'honneur de la tribu. Mais je ne peux commencer cette histoire que par l'évocation du trio. Ça vous rappelle rien, du moins les moins jeunes là? C'est ce par quoi commence tout Meddah. Hein? Et c'est pour ça que moi, sur le tas, j'ai décidé d'être Meddah et de prendre une carte de Meddah et de devenir conteur professionnel. L'évocation du Très-Haut, l'omniscient, le créateur de toute créature, l'ordonnateur de tout événement et le maître de tous les destins, dans le grand livre du monde, c'est-à-dire le Coran, hein. Il a tout consigné. C'est donc à lui que je demande d'agréer mon récit. Ça, c'est le début de tout récit de l'oralité traditionnelle. Tous les Meddah commencent comme ça. Et bien sûr, il y a des choses qui relèvent de la culture. À quelqu'un avec qui on veut passer un marché, et on a peur de lui, flou, il aura à venir le visage nu. En français, ça ne veut rien dire. En arabe, ça veut tout dire. Ah, il dit rien. Ça veut dire qu'il n'essaie pas de me rouler. Allah les punit en les affectant de cheveux flamboyants. Ça, c'est une tribu de mécréants, de gens qui volent dans le coin là. Et puis on nous dit, Allah les punit parce qu'il leur a donné des cheveux flamboyants. Là, les gourris, elle va chercher dans le Coran. Hein. Les gens qui ont des cheveux roux, pas dans le Coran, enfin dans les hadiths. Très haut, l'omniscient, le créateur de toute créature, l'ordonnateur, etc. Ça, c'est ici. Alors ça, c'est l'honneur de la tribu. Continue. Eh bien là, il y a une petite pause. On arrête dans les romans. Hein. Je vous rappelle qu'on a vu la paix, qu'on a vu d'abord la guerre avec le drame grec. Ensuite, on a vu la paix et les espoirs. Ensuite, on a vu que ça commence à dégouliner avec le fleuve détourné. Puis ensuite avec Tambeza. Et puis ensuite avec Zitouna, le fleuve détourné, l'honneur de la tribu. Maintenant, Mimouni a décidé d'écrire un petit livre
avec un recueil de petits textes. Et chaque petit texte nous montre une facette de cette société qui commence à partir en lambeaux. La première nouvelle, c'est le manifestant. Le manifestant, vous savez ce que c'est? Un monsieur qui un matin se décide, il dit, tiens, aujourd'hui, bon, il habite tout seul, hein. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il se dit, tiens, Dieu, mais c'est le 1er novembre. Ah, je vais défiler. Il prend une petite pancarte, et il écrit, vive le président. Il prend sa pancarte, il va dehors. Il y a des gamins qui le suivent. Et de plus en plus. La police le voit. Oh. Ils vont l'arrêter. Mais la sécurité militaire, on en a entendu parler. Allô, vous avez arrêté un contre-révolutionnaire. Faut le ramener chez nous. Ça relève de nous, pas de vous. Elle dit, on l'a trouvé en train. Il le refile, le contre-révolutionnaire. Et il l'emmène dans une villa pour l'emprisonner. Il se met à rire. Et les gens de la sécurité militaire lui disent, pourquoi tu ris? Il m'a dit, c'est ici que la France m'a emprisonné quand j'étais moudjahid. C'était un ancien moudjahid. Il a été emprisonné dans la même villa où on l'emmène maintenant qu'on est indépendant. Et par la suite, il s'est avéré que ce monsieur-là, on ne peut rien lui reprocher. Il y a de tous ceux à qui on a demandé, ses collègues de travail, qui disent qu'il est très gentil, très travailleur, sauf une voisine qui leur a dit, je lui ai dit de se marier avec ma fille, il n'a pas voulu, je lui ai dit de se marier avec moi, il n'a pas voulu, il est mauvais. Et ça, c'est toujours la dérision de Mimouni, c'est toujours la dérision de Mimouni face à une société qui est vraiment mal en point. Et la deuxième partie de manifestant, qui ne comprend que cette page, c'est qu'on essaie de se débarrasser de lui. On lui dit, tu peux sortir. Vous m'avez arrêté, jugez-moi. Jugez-moi. Alors la police, venez reprendre votre colis. La police, ils ont compris à qui ils ont fait. Ils leur disent, non, vous l'avez pris, ça ne nous concerne pas, c'est politique. Et voilà comment se trame la première nouvelle. La deuxième nouvelle est une histoire de temps. On attend un train qui ne viendra jamais parce qu'on a arrêté la ligne, mais on n'a pas informé le pauvre chef de gare qui est en train d'attendre son train. La troisième, c'est le gardien, je ne me rappelle plus. Les verres à soie, c'est une usine qui tombe en faillite parce que malgré les milliards qu'on a investis, on a oublié des petits trucs qui font qu'elle ne fonctionne pas. Le poilu, c'est un jeune qui travaille dans une ferme, et puis chaque 3 mois, il va faire surveillant de baignade. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui viennent se baigner, et lui, il aime voir les filles. Et alors, il s'est avéré que ce monsieur-là, ce jeune-là, c'est un fils de moudjahid, et son père, c'est un ancien moudjahid, et bon, il y a tout un tralala derrière. Les ordinateurs, c'est un problème de CCP, et on n'a pas la mentalité des ordinateurs, on a toujours la mentalité de l'EHA. Et l'évader. Finalement, un citoyen parfait qui est pris dans les mailles, un fonctionnaire militant et qui attend toujours que son train vienne, un individu gardien modèle, etc., etc. Ici, c'est la gestion policière, ici, c'est la hiérarchie méprisante, etc., etc., etc. L'apathie sociale. Voilà ce que c'est la ceinture de l'ogresse. Hzam al-Ghula, c'est aussi une expression qu'on dit en arabe et qui a son sens. Correspond à peu près à ce que dit Mimouni. Continue. Alors, le livre suivant, ça va être un roman. Bon, c'est toujours la ceinture de l'ogresse. Là, ici, c'est le seul livre qu'on n'a jamais voulu publier en Algérie. Je ne sais pas pourquoi. Une peine à vivre. C'est le pendant de Une paix à vivre. Rappelez-vous, Une paix à vivre, on a dit, tout le monde est content, tout le monde essaie de faire quelque chose. Une peine à vivre, il y a un monsieur qui commande, et qui s'appelle le maréchalissime. Le maréchal, c'est petit, alors on ajoute encore un superlatif. Maréchalissime, qui commande tout le monde. Et le reste. Alors, ça commence par si vous voulez, un flashback. C'est-à-dire qu'on commence par la fin, et c'est un roulement. Le ministre de la Défense prend un peloton de l'armée, et il fonce chez le président. Il lui dit, je t'arrête pour haute trahison.
Il le fusille, c'est lui qui devient président. Mais à la fin, le président est arrêté par le ministre de la Défense qui le fusille et qui devient président à sa place. Et tourne le carrousel. Bon, bref, une peine à vivre. Devant un peloton d'exécution, le président maréchalissime condamné revoit son enfance de fils de bohémien. Et misérable adolescence, méprisé et ignoré de tous, il s'engage dans l'armée. Son ascension est bâtie sur la cruauté et le cynisme. Il se prête au même rituel que ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas moi. Alors, comme par hasard. Alors, un pouce sanglant, l'exécution du président dont il prétend, dont il prend le poste, et un règne de despote. Ça tourne, hein, ça tourne. Une peine à vivre a été écrite en 1991. Hein. Tous les livres de Mimouni sont publiés en Algérie, sauf celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Continue. Alors, une peine à vivre toujours, c'est le fonctionnement interne d'une dictature, la dialectique du pouvoir. Une peine à vivre dont le titre rappelle une paix à vivre, dénonce l'échelon suprême. Il ne s'agit pas d'un village comme Zitouna, de l'honneur de la tribu, mais du pouvoir central, national, où les mêmes aberrations et les mêmes abus ont cours. L'écriture décortique l'exercice du pouvoir absolu, porte sur l'observation de son entourage, constitué d'une nuée de courtisans. Hein, les brosseurs, comme vous dites. Intéressés et flagorneurs. Bon, un flagorneur en bon français, c'est un chiite. En bon français, un flagorneur. Opportuniste, intihazien, et cynique, c'est l'image d'un sérail propriétaire du pouvoir. Si ça vous rappelle des choses, c'est que c'est bizarre. Alors, voilà, on prend des exemples. Tu feras ériger, en page 207, hein, dans une peine à vivre, tu feras ériger de hauts palissades de bois autour de tous les bidonvilles. Le bonheur s'accommode mal de la promiscuité de la misère. Faudrait que quand on passe en voiture, on ne voit pas le bidonville, on ne voit que la palissade, hein, sinon on n'est pas heureux. Qu'une armée de peintres aille cette nuit, oui, c'est l'ironie Mimouni. Aïe, cette nuit, enduire de blanc la moitié des troncs d'arbres, hein, et des lampadaires qui bordent la route menant de l'aéroport au palais. Inutile de gaspiller le vinyle, juste le côté visible. Le soleil lui-même ne peut éclairer les deux faces de notre planète. Même le soleil ne peut pas éclairer les deux planètes. Convoque aussi nos météorologues pour leur commander un ciel bleu pour demain, mais aussi un peu de brise pour faire flotter les étendards qui ne doivent pas donner l'impression d'être en berne. Page 205. Et voilà, continue. Toujours une peine à vivre. Il y a des passages extraordinaires. Songe aussi à conseiller aux employés des mairies de reporter au surlendemain tous les décès. Tous les décès. C'est parce que M. le Président, le maréchal reçoit un invité, hein. Sur le lendemain, tous les décès qui surviendront, que rien ne vienne ternir la joie populaire pour aujourd'hui. Allez, les morts, on inscrit son décès après-demain, parce qu'aujourd'hui, on doit être en fête. Et alors, c'est là. Il y a bien trop de voitures dans la ville. 2 L, j'ai fait une faute. Tu aurais dû songer à alourdir encore les taxes qui grèvent l'importation des véhicules. Ce sur quoi ne saurait attirer la frénésie mécanique de nos concitoyens. Mais cela permettra de renflouer les caisses éthiques du trésor public. Éthique. Page 205 du livre. Son ministre, hein, il lui dit, tu vas t'empresser de faire interrompre les émissions de radio et de télévision, les rotatifs de journaux, pour leur demander d'informer notre bon peuple que la journée de demain est décrétée fête nationale, chômée payée pour tous les salariés ainsi que les sans-emploi, qui pour l'occasion recevront rémunération spéciale sur simple présentation de leur absence de fiche de paye. N'oublie pas de prévenir les gosses qu'ils sont légalement autorisés à faire l'école buissonnière, dès l'aube.
Tu enverras des escouades de police vider les cafés pour emmener les consommateurs désœuvrés acclamer notre illustre invité. Voilà, c'est la page 204. Zid. Maintenant, on arrive à quelque chose qui n'est pas un roman, un essai, une réflexion sur l'intégrisme. Sur l'intégrisme, une réflexion, parce que ce livre, de la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier, a été publié en 1992. Et alors, il explique... Mimouni est convaincu de la responsabilité de tout écrivain vis-à-vis de la société. L'enseignant reprend le dessus, parce qu'il a été enseignant très longtemps. Enfin, très longtemps. Lui-même, il est mort à 49 ans, mais il a été enseignant. Pédagogue est dans le rôle d'éveilleur de conscience. C'est lui qui a inventé l'expression éveilleur de conscience. Un intellectuel, un écrivain doit être un éveilleur de conscience. Il entreprend d'expliquer ses positions et sa vision sociale. Cet essai semble être parallèle au monde mimounien. L'écriture est sans fioriture, mais déterminée. Ainsi, les Occidentaux s'étonnent souvent du succès de l'idéologie intégriste, dont le simplisme leur semble manifeste. C'est qu'ils l'appréhendent à travers leur rationalité. Ils ne comprennent pas ce que c'est l'intégrisme. C'est qu'ils sont les fils de Descartes. Descartes est un philosophe qui enseigne la logique, qui nous est un petit peu étrangère. Suivant. Alors, c'est le dévoilement social, la barbarie. À l'aune de la logique, à l'aune, c'est-à-dire brabarta, avec le moyen de mesure 2. Chaque titre de chapitre est suivi d'un sous-titre révélateur. Alors, il y a des titres, il y a des sous-titres. Un pays de paradoxes. Premier chapitre. Orient et Occident. Chapitre 1. Qu'est-ce que le Fils? Femme et sexe en islam. Dieu est un homme. Culture, l'art ou la foi. Islamo-dollar, une malle céleste. Chapitre 2. Les partenaires de l'intégrisme. Pouvoir et intégrisme. De la mégalomanie à l'inconscience. Les intellectuels et l'intégrisme. L'Arlésienne. Alors l'Arlésienne, c'est un truc de culture française qui veut dire que le personnage principal fait semblant de ne pas voir le problème principal. Faire l'Arlésienne, c'est-à-dire faire semblant de ne pas voir. Chapitre 3. Le succès de l'intégrisme. Crise morale. L'imam et Copernic. L'enseignement et les médias. Une terre fertile. Chapitre 4. De la démocratie en Algérie. Démocratie, la loi divine ou la loi humaine. La réaction de l'Occident. Ponce Pilate. Ponce Pilate est un monsieur qui était le wali de la Palestine à l'époque. Et quand on lui a dit que tu dois choisir entre Sidna Issa, qui est un prophète, et Barabbas, qui était un voleur, il leur a dit à vous décider, moi je m'en lave les mains. Alors on dit, Ponce Pilate, pour quelqu'un qui se débarrasse de sa responsabilité sur les autres. Bon, où est-ce que j'en étais ici? Intolérance et absence de consensus. Rémus et Romulus. Ça aussi, c'est une histoire qui est à la base du fondement de Rome. Rémus et Romulus sont deux frères qui sont combattus par la suite pour être les premiers au pouvoir de Rome. Et le plus malin a eu gain de cause. Donc, il s'agit de... Les démocrates doivent se soumettre aux principes majoritaires et accepter un éventuel gouvernement islamiste. Ça, c'est en page 167. Voilà ce qu'il dit dans son essai, qui est toujours assez vrai et assez dangereux à dire. Suivant. La malédiction. La malédiction, c'est le dernier roman de Rachid Mouni. La malédiction, il est écrit en 1993. Et il décrit un début de prise de pouvoir des extrémistes. La malédiction, c'est simple, c'est un hôpital à Alger. Et un médecin bien connu de tout le monde et qui est très compétent, sous la pression de sa famille, décide de recruter quelqu'un de Msila, un Msili. Msili sait rien faire. On lui dit, tu restes gardien à la porte, et puis c'est tout. Seulement, il n'est jamais à la porte. Il est tout le temps absent, en train de vadrouiller dans l'hôpital. On ne sait pas quoi en faire. Le médecin a une idée. Il lui a dit, chauffe. On va te faire passer le permis, c'est l'hôpital qui va te payer le permis de conduire, tu vas devenir ambulancier. Comme ça, on te donnera des missions fixes.
Là, on lui donne une ambulance et à chaque fois, il la capote. Il entre dans un poteau, il entre dans une autre voiture. Il fait tellement d'accidents qu'on a décidé de l'arrêter. Fais ce que tu veux, tu es là, tu es payé, fais ce que tu veux, fais-nous la paix. Paf, il y a le soulèvement intégriste. Msili devient le patron de l'hôpital. Et il fait sortir les femmes de leur lit, celles qui sont en train d'enfanter, qui viennent de mettre au monde un enfant, parce qu'elles n'ont pas de livret de famille sur elles. Et il se met à décider, et finalement, il emmène son cousin, le médecin qu'il a embauché, il l'emmène dans une plage, devant un tribunal révolutionnaire, et il décide de l'égorger. Voilà. L'histoire de la malédiction. C'est un livre qui est assez mal écrit par rapport aux autres. Mais il est tout aussi explosif. Alors, vous avez la malédiction. Ici, c'est... je vois plus, moi. Bon. Les différents trucs, vous êtes en train de mieux voir mieux que moi, parce que la capitale est presque aux mains des nervistes. Ils font même bas sur un grand hôpital qui sera dirigé par celui qui en était le portier. Voilà, la malédiction. Ensuite, alors toujours la malédiction d'Aouchar. Les personnages venus des structures rigides et tribales de l'arrière-pays et ont perdu leur repère habituel s'accrochent avec véhémence au communautarisme universel qu'ils perçoivent dans la communion fondamentaliste. Ils abandonnent sciemment leur individualité pour se donner au mouvement comme avant quand ils étaient non des individualités mais des membres de tribus. Bon, ça c'est bonne analyse. D'Aouchar. Continue. Maintenant, Mimouni, très malade, va d'abord en France pour se soigner. Finalement, ça lui réussit pas parce qu'il a l'Algérie dans la peau. Il se décide d'aller dans un pays qui soit le plus ressemblant à l'Algérie. Il va au Maroc. Il va au Maroc parce qu'ici, il est très menacé. Et on lui dit, il faut que tu quittes, sinon on va te faire ton affaire. Il va au Maroc et là-bas, le retrait de l'impuissance. Il peut rien. Il s'est retiré. Et il est accablé. Et il se met à faire de l'ironie. Parce que alors il fait des chroniques dans une chaîne de radio qui s'appelle Midi 1, que vous connaissez d'ailleurs. Et puis, les chroniques sont rassemblées dans un livre qui s'appelle Chroniques de Tanger. Et ce livre-là, il a été publié à titre post-mortem. C'est une tournure latine qui veut dire après sa mort. Dans son exil forcé, car menacé de mort par les fondamentalistes, Mimouni va tenir une chronique chaque jeudi à 18h45 sur Radio Midi 1, depuis la ville de Tanger au Maroc. Ses interventions feront la matière de son dernier livre, Chronique de Tanger, publié à titre posthume en 1995. On remarquera encore dans ses interventions une manière originale d'évoquer la tourmente, d'interpréter le tragique et de saisir la société. Cette ultime production révèle donc de la chronique de presse, relève de la chronique de presse. Les textes sont imprégnés d'une oralité, d'une ironie spécifique à l'auteur. Voilà, ça, c'est son chant du cygne, c'est-à-dire son testament. Suivant. Alors là, on a vu un petit peu ces 10 écrits. On va voir maintenant l'ensemble, comment ça a fonctionné. Alors vous voyez ici qu'en 1962, l'indépendance. Et à le printemps, on sera que le plus beau. L'espoir. Dans le malheur, on est en train de faire des sacrifices pour que l'Algérie soit indépendante. Et puis ensuite, on a une paix à vivre. C'est-à-dire un espoir. C'est l'indépendance de tout le monde. Et puis ensuite, on a ce qu'on a appelé la trilogie. Mais en fait, c'est pas une trilogie. Le fleuve détourné, il a commencé à remarquer certaines choses. Tambeza, le zoom sur le voyou, là. L'honneur de la tribu, c'est le petit village écrasé par une dictature locale. Ensuite, on a la ceinture de l'ogresse, qui est un recueil de nouvelles. Une peine à vivre, qui renvoie à une paix à vivre. Une peine à vivre, une paix à vivre. Ensuite, l'essai sur l'intégrisme, de la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier, la malédiction, la d'Aouchar là, est chronique. C'est-à-dire que, dans son esprit, il y a eu une descente aux enfers. Et la société, elle a de plus en plus basculé vers l'indicible, vers ce qui ne se dit pas comme au début. Sauf qu'au début, c'était pour la liberté des gens, et à la fin, c'était pour, je sais pas trop quoi. Zétchou. Voilà. De notre côté, on peut dire que la violence
et l'injustice ont été crescendo. Du printemps, la paix, et puis ça grimpe. L'injustice. Tambeza, l'honneur, la ceinture, une peine à vivre, la malédiction. La gradation de l'injustice. De l'espoir au désespoir. Au désordre, plutôt. Et à la chronique de Tanger. Continue. Voilà, là aussi, en guise de conclusion, je revois un petit peu tout ça, et j'essaie de donner le printemps, on saura que le plus beau, il y a l'épaisseur des personnages. Une paix à vivre, il y a la variété et les nuances des personnages. Fleuve détourné, il y a une déliquescence qui commence. Dans Béza, c'est une quête éperdue, sobriquet et schématisation des personnages, etc., etc. C'est des constats. En guise de conclusion, Zitchouf, merci de votre patience. Voilà. S'il y a des questions et que je puisse répondre, hein. Donc, on va donner la parole aux personnes présentes. Je veux juste préciser que chaque personne qui doit intervenir, c'est une seule question pour donner la parole à tout le monde. Vous tenez pour avoir le temps de répondre. Oui, si tu veux. Ahmed. Donc, les personnes qui veulent interagir, seulement. Qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je préfère que ce soit les étudiants. Ça, Mounir. Je précise une chose telle. Chaque personne se présente brièvement après la vote. Bon, salam alaikum. Je suis content d'être avec vous, monsieur. Vous qui nous avez enseigné en université, vous nous avez enseigné art culturel maghrébin, si je me rappelle, et littérature québécoise. C'est Rahrahi Mounir, votre étudiant Rahrahi Mounir. Donc, vous nous avez initié à Rachid Mimouni, vous nous avez parlé tant de Rachid Mimouni et surtout de Habib Tangour aussi. Si je lis aujourd'hui ces deux auteurs, c'est grâce à vous, monsieur. C'est grâce à vous. Donc, moi, je faisais un travail, c'était payé pour. Certains ont réussi, certains ne l'ont pas. Réussi. Donc, c'est grâce à toi-même que tu es devenu puissant. Merci, monsieur. Donc, Rachid Mimouni, à travers son œuvre, à chaque fois, il nous dresse un tableau d'un espoir tant guetté par les Algériens et malheureusement toujours confisqué. Donc, les textes de Rachid Mimouni me rappellent aussi les textes de Smaïl Ben Ghattaf, les pièces de théâtre, et notamment les pièces de théâtre que jouait Medjoubi et les pièces de théâtre qu'écrivait Alloula. Donc, c'est dans le même thème. Ils ont critiqué le contexte sociopolitique de leur temps. Une question, monsieur. Est-ce que vous ne pensez pas que Rachid Mimouni demeure aujourd'hui, il est méconnu par la nouvelle génération lectrice? Pourquoi on n'a pas nommé un prix de son nom? Parce qu'on a vu, il y a des prix sur des personnes qui n'ont même pas écrit un mot, des prix littéraires. Donc, pour vous, est-ce qu'il est connu ou bien demeure méconnu? Écoute, Rachid Mimouni, c'est un écrivain. Il a écrit. Dire qu'il n'y a pas de prix Mimouni, c'est un peu faux. Il y en a un, à Boudouaou. Moi, je ne savais pas son existence. Il a fallu qu'on m'appelle là-bas pour que je fasse une petite communication sur Mimouni. J'apprends qu'il y a un prix. Votre question serait pertinente si vous me disiez pourquoi le prix n'est pas connu. Pourquoi il n'y a pas de publicité? Parce qu'on a un prix Mohamed Din, on a un prix Mimouni, on a un prix Mstghani, Ahlam Mstghani, on a un prix Malik Haddad, Ya Hadji. On a 4-5 prix en Algérie. On a un Sia Jabbar. Mais ils n'ont pas la publicité voulue. La question serait pertinente. Hein. Pourquoi? Moi, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là. D'accord?
Maintenant, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le théâtre est un autre monde. Le théâtre, en général, il est là pour dénoncer. D'accord? Parce que le théâtre du temps de Molière, on le faisait déjà pour dénoncer. Maintenant, il est aussi pour dénoncer. Seulement, le théâtre est quelque part de la littérature qui baigne dans l'oralité. C'est-à-dire qu'on le parle, qu'on le joue. Une fois qu'on a cessé de jouer, il disparaît. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il ne s'adresse qu'à un auditoire bien limité. Comme aujourd'hui, moi je me suis laissé aller parce que je m'adresse à une trentaine de personnes. Mais si j'étais devant la télé, je ne dirais rien de tout cela. Que de faire. Moi, je suis pas Zorro, je suis pas Tarzan. Je suis seulement Béchir Damsor. Donc, c'est en fonction de la masse qu'on a devant soi qu'on est plus ou moins censuré. D'accord? Alors, Ben Gattaf et d'autres ont dénoncé l'Algérie. Ils ont dit, c'est parce que moi j'ai été longtemps dans le théâtre, je sais ce que c'est. Et on les a laissés faire parce qu'ils s'adressaient à des ahuris mordus de théâtre. De nos jours aussi, hein, les enseignants de l'université, j'ai ici mon collègue Roubaï, qui est aussi professeur que moi, et je vous assure que lorsqu'on écrit dans les revues spécialisées des universités, eh ben, tu peux raconter ce que tu veux. On s'en fiche. Parce qu'il n'y a pas de répercussion, il n'y a pas de publicité. Ce n'est pas lu par tout le monde. C'est toujours le même phénomène. Malheureusement. Deuxième question. Une autre question? Une autre intervention? Oui. Salam alaikum. معكم بلايشي سهيل, psychologue clinicien. Bon, en parlant du lycée, Adam élève lycée Zerrouki, vous étiez surveillant général, c'est les années 90, hein? Oui. Non, on a un bon souvenir là. Bon. En ce qui concerne le livre de Rachid Mimouni, Une paix à vivre. Chacun يقصد بهذاك le livre. En bref. Alors, Mimouni, quand il a écrit Une paix à vivre, il voulait dire que devant nous, il va y avoir la paix, on vient d'avoir notre indépendance, et on va la vivre. Une paix à vivre. Un bonheur à vivre. D'accord? Maintenant, ce que je te dis, moi, c'est mon avis. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Un texte est appelé par un critique qui s'appelle Grébas, réservoir de sens. Tu écris une lettre. Tu la donnes à quelqu'un. Il a dit, il la comprend à sa manière. Tu la donnes à un autre, il la comprend d'une autre manière. Et j'en ai fait l'expérience très jeune. J'étais tout jeune élève chez Ammi Brenda, Allah yarhamou, sur Harrag, Ammi Harrag, au CEM. Il nous a poussé à écrire une petite revue. On a écrit une revue, Bruno, maintenant, surtout pour la vendre aux filles d'autres Tabliya. On était les jeunes. Le titre. Monsieur Hernandez, à l'époque, nous avait fait un livre on a un petit peu lu des chapitres, des passages d'un livre de Assia Jabbar, qui s'appelle Rouge Lobe. Et ouais, le Rouge Lobe, oh, شكون اللي يقول لنا هذه؟ بقاسم بكريتلي الله يرحمه. بوعزة منصور مازال في قيد الحياة ولي كوبان اللي كانوا معايا. نحطوا لوب روج. حطينا لوب روج. ب4 دور اللي عقلنا. لا غدوة حنا قدام سي ام جاو البوليس رفدونا. حنا نبكوا والله ما دروا والو عمي بوليسي ما دروا رفدونا داونا كوميساريا. Heureusement que M. Ben Henda, c'est un grand monsieur. حقنا tout de suite. قال له تطلقهم انا قلت لهم ديروا هكا باي تقبضوني انا. اطلقنا المخلوق وكاع ومن بعد قدرنا نديروا شو الزعاقه قلنا له حنا كي درنا. On était des jeunes. Pour nous, l'Aube Rouge, c'est le titre d'un livre pour la police, c'était des communistes. وكوميسير قال انتم كاع كومونيست نعرفكم. حنا كنخيرين اللي كبير عنده 13 سنه. Alors, une paix à vivre. هو بالك دم في دماغه. Peut-être, je n'en sais rien. Il s'est dit que voilà, il y a une paix qui reste à vivre. Maintenant, on est libre de l'interpréter comme on veut. Hein. Un texte, Min Moulin, l'auteur, le texte ne lui appartient plus. Moi, j'ai écrit celui comme maintenant. Tu peux le lire
Lui trouver des bonnes choses, ou de mauvaises choses, ou ce que tu veux, c'est la liberté, c'est ta liberté. Mais tu ne sauras jamais exactement qu'est-ce que j'avais dans ma tête en écrivant. D'accord?